Mes chers amis, mes chers fidèles, imaginez un instant le bruit sec, définitif, brutal d'un marteau de juge qui s'abat sur un pupitre en chêne. Ce bruit, nous le connaissons tous, nous l'avons tous entendu au cinéma ou à la télévision. C'est le bruit de la justice. Mais parfois c'est aussi le bruit d'une guillotine qui tombe sur une vie entière d'honnêteté. C'est le son d'un monde qui s'écroule. C'est le son de l'injustice la plus cruelle qui soit celle qui porte le visage de votre propre enfant. Nous sommes à Lyon, au cœur de cette ville de secrets et de brume, dans l'austérité glaciale du tribunal de commerce. Il est 14h30, un mardi de novembre pluvieux. La lumière des néons bourdonne au-dessus des têtes crues impitoyables, ne laissant aucune place à l'ombre, aucune place à la pudeur. Dans la salle d'audience, l'atmosphère est lourde, saturée d'une odeur de cire, de vieux papier et d'angoisse contenue. Sur le banc des accusés, ou plutôt sur le banc des victimes qui s'ignorent encore, se tient une femme. Elle s'appelle Renée. Elle a 68 ans. Regardez-la bien, cette femme. C'est une femme de chez nous, une femme de la terre. Ses mains sont déformées par l'arthrose et par 50 années de travail dans les vignes du Beaujolais. Elle porte son manteau du dimanche, celui qu'elle ne sort que pour les mariages, les enterrements et aujourd'hui pour cette convocation qu'elle ne comprend pas vraiment. Elle serre son sac à main contre sa poitrine comme on serre une bouée de sauvetage au milieu de l'océan. Elle tremble. Non pas de froid, mais de cette terreur instinctive que ressentent les gens honnêtes lorsqu'ils franchissent le seuil d'un tribunal. À quelques mètres d'elle, il y a sa fille, Claire, 35 ans, l'image de la réussite moderne. Un tailleur-pantalon impeccable, des lunettes à monture dorée, un visage fermé, hermétique, lisse comme un écran de smartphone. Elle ne regarde pas sa mère, pas une seule fois. Elle consulte sa montre. Elle semble ennuyée, comme si elle attendait la fin d'une réunion administrative un peu trop longue. Entre ces deux femmes, entre la mère qui a tout donné et la fille qui a tout pris, il y a un gouffre. Un gouffre que le juge s'apprête à combler avec des chiffres effrayants. Le président du tribunal ajuste ses lunettes. Il soupire, il feuillette le dossier une dernière fois. Il ne voit pas les vies brisées derrière les documents comptables. Pour lui, ce n'est qu'une procédure de liquidation parmi d'autres. Il prend la parole d'une voix monocorde routinière. « Madame Renée D., en votre qualité de caution solidaire et indivisible de la société C, Bioconcept, le tribunal vous condamne à rembourser la totalité du passif exigible, soit la somme de 300 000 euros. 300 000 euros. » Le mot résonne dans la salle comme un coup de canon. Renée ne bouge pas tout de suite. Elle a entendu le chiffre, mais son cerveau refuse de l'imprimer. 300 000 euros. C'est le prix de sa maison, c'est le prix de ses vignes, c'est le prix du sang et de la sueur de son défunt mari, c'est le prix de sa vie. Tout à coup, un cri animal déchirant qui n'a rien d'humain, s'élève dans la salle d'audience. « Non, ce n'est pas possible, Claire, dis-leur que c'est une erreur. » Renée se lève, titube tend la main vers sa fille. Et là, mes chers amis, se produit l'impensable. Claire, la chair de sa chair, ne bouge pas. Elle ne se précipite pas pour soutenir sa mère qui vacille. Elle se contente de se pencher vers son avocat et d'une voix que les témoins décriront plus tard comme métallique, elle murmure « C'est fini, on peut y aller. J'ai un rendez-vous à 16h. » Au moment où Renée s'effondre sur le parquet ciré, foudroyée par un malaise, sa fille ramasse son dossier en cuir, tourne les talons et sort sans un regard en arrière. Comment en est-on arrivé là? Comment une mère peut-elle se retrouver à terre, ruinée, détruite, pendant que sa fille enjambe son corps symbolique pour courir vers sa propre liberté? Cette histoire, c'est celle d'un crime parfait, mais pas un crime avec une arme à feu ou du poison. Non. C'est un crime commis avec des sourires, des actes notariés et la confiance aveugle d'une maman. C'est l'histoire de ce que j'appelle le piège de sang. Il faut remonter le temps pour comprendre. Il faut quitter la grisaille du tribunal de Lyon pour se rendre dans les collines dorées du Beaujolais, là où la lumière d'automne caresse les vignes comme une promesse d'éternité. C'est là que vivait Renée.
là qu'elle avait construit son royaume pierre par pierre. Avec Marcel, son mari, ils avaient acheté ce domaine dans les années 70. C'était une ruine à l'époque. Ils avaient dormi dans une caravane pendant 2 ans, le temps de refaire la toiture. Ils s'étaient privés de tout. Pas de vacances à la mer, pas de restaurant, pas de voiture neuve. Vous connaissez cette génération. La génération du devoir. Celle qui croit que la terre ne ment pas. Celle qui pense que, si l'on travaille dur, si l'on est économe, si l'on paie ses dettes rubis sur l'ongle, alors on sera protégé. Marcel est parti trop tôt emporté par une crise cardiaque dans ses vignes, comme un soldat sur le champ de bataille. Renée est restée seule veuve à 55 ans, avec ce grand corps de ferme trop vide, et cette fille unique, Claire, qu'elle chérissait plus que tout au monde. Ah, Claire! L'enfant miracle, l'enfant tardive. Renée et Marcel l'avaient tellement attendue. Ils l'avaient gâtée protégée. Ils voulaient qu'elle ait tout ce qu'ils n'avaient pas eu. Ils ne voulaient pas qu'elle ait les mains calleuses ni le dos brisé par la vendange. Ils l'ont poussée vers les études. « Va, ma fille, va à la ville, deviens quelqu'un. » Et Claire est partie. Elle a fait des études de commerce à Lyon. Elle a appris l'anglais, le marketing, la finance. Elle a appris à avoir honte de ses origines. Renée, elle restait dans sa ferme. Elle vivait chichement, gardant chaque centime pour l'héritage de sa fille. Le dimanche, quand Claire daignait venir déjeuner, c'était jour de fête. Renée passait 3 jours en cuisine. Le rôti, le gratin, la tarte aux pommes. Elle sortait la belle nappe brodée. Mais Claire ne restait jamais longtemps. Elle regardait l'horloge, pianotait sur son téléphone, critiquait la décoration vieillotte. « Maman, tu devrais vendre. C'est trop grand pour toi. Tu devrais aller en appartement, ce serait plus simple. » Renée souriait triste, mais indulgente. Elle mettait cela sur le compte de la jeunesse. Mais la jeunesse de Claire n'était pas seulement impatiente, elle était vorace. Claire aimait l'argent, mais elle n'aimait pas l'effort. À Lyon, elle menait une vie bien au-dessus de ses moyens. Appartement dans le 6e arrondissement soirée, dans les clubs privés, vêtements de créateurs. Elle se présentait comme une consultante, mais en réalité, elle accumulait les échecs professionnels et les dettes de jeu. Oui, Claire jouait. Elle jouait en ligne, elle jouait dans les casinos. Elle cherchait le coup de maître, la fortune rapide. Et quand les créanciers ont commencé à se faire menaçants, quand les huissiers ont commencé à gratter à sa porte, Claire a regardé vers les collines du Beaujolais. Elle a regardé vers le patrimoine de sa mère. Et elle a eu une idée. C'était un dimanche de printemps. Claire est arrivée avec un grand sourire, un bouquet de fleurs, chose rare, et une bouteille de champagne. Elle était transformée. Douce, attentive, câline. « Maman, j'ai une nouvelle formidable. J'ai enfin trouvé ma voie. Je vais te rendre fière. » Renée, pauvre Renée, a bu ses paroles comme du petit lait. Sa fille revenait vers elle. Sa fille avait besoin d'elle. Qu'y a-t-il de plus puissant pour une mère isolée que de se sentir utile à nouveau? Claire lui a exposé son projet, une chaîne de boulangerie, bio et éthique. Le concept était parfait pour séduire Renée. Du bon pain, des produits sains, le respect de la nature. C'est comme ce que papa faisait avec le vin, mais avec du pain, maman. C'est un retour aux sources. Mais pour lancer la première boutique, il me faut un capital. Les banques sont frileuses, tu sais comment c'est. Renée a hésité. L'argent chez les anciens, c'est sacré. On ne le jette pas par les fenêtres. Combien il te faut? A-t-elle demandé. Claire a annoncé un chiffre, puis a balayé l'inquiétude d'un revers de main. Non, maman, je ne te demande pas de me donner l'argent. Je te demande juste de te porter garante. C'est une formalité administrative. C'est juste une signature pour rassurer la banque. Le business plan est en béton. Dans 2 ans, tu seras riche toi aussi. Riche Renée s'en moquait. Elle voulait juste que sa fille soit heureuse. Elle voulait juste que sa fille vienne la voir plus souvent. Alors, elle a dit oui. Mais ce que Renée ignorait, c'est que le piège ne faisait que commencer. Claire ne voulait pas simplement une signature sur un coin de table. Elle avait besoin de l'acte notarié de l'hypothèque. Elle avait besoin de mettre la maison, la ferme, les vignes dans la balance. Le rendez-vous a eu lieu chez un notaire de la région lyonnaise. Pas le vieux notaire de famille de Renée,
Celui qui connaissait Marcel, non. Un ami de Claire. Un homme jeune aux dents longues, au bureau rempli d'art moderne, qui mettait René mal à l'aise. Maître V. Je ne donnerai pas son nom par respect pour la procédure en cours, mais sachez que cet homme a déshonoré sa profession. Imaginez la scène. Le bureau climatisé, le silence feutré. Renée assise sur une chaise trop basse, son sac sur les genoux. Claire et le notaire complice échangeant des regards entendus. Le notaire a sorti une pile de documents épais, comme un dictionnaire. Il a commencé à lire vite, très vite, un jargon incompréhensible. Hypothèque judiciaire, cautionnement solidaire, renonciation au bénéfice de discussion. René a essayé de poser une question, mais si ça ne marche pas le commerce, qu'est-ce qui arrive à ma maison? Le notaire a levé les yeux par-dessus ses lunettes, un sourire condescendant aux lèvres. Madame, c'est une procédure standard. Votre fille monte une affaire solide. C'est une simple garantie. Vous ne faites pas confiance à votre fille. La phrase terrible. Larme absolue. Vous ne faites pas confiance à votre fille. Comment une mère peut-elle répondre non à cela devant un étranger? Claire a pris la main de sa mère. Sa main était chaude, pressante. « Maman, s'il te plaît, c'est pour mon avenir. C'est pour notre avenir. » Alors Renée a pris le stylo. Sa main tremblait un peu. Elle a signé. 1 fois, 10 fois, 20 fois. À chaque paraphe, elle cédait un peu plus de sa sécurité, un peu plus de la sueur de Marcel à ce monstre invisible qu'est la spéculation financière. En sortant de l'étude, Claire l'a embrassée distraitement sur la joue. « Merci, maman. Tu ne le regretteras pas. Et vous, mes amis, qu'auriez-vous fait? Qu'aurions-nous fait? Nous aimons penser que nous sommes prudents, que nous lisons les petits caractères. Mais face à l'insistance d'un enfant, face à la peur de passer pour un parent ingrat ou arriéré, combien d'entre nous auraient craqué? Combien d'entre nous auraient signé pour acheter un peu d'amour, un peu de reconnaissance? Les premiers mois, tout semblait aller pour le mieux. La boutique a ouvert dans un quartier chic de Lyon. C'était beau, ça sentait bon le levain et la cannelle. Claire envoyait des photos. On la voyait poser devant la vitrine rayonnante. Renée les montrait à ses voisines au village. « Regardez, c'est ma fille. Elle a réussi. » Elle était fière. Elle se disait qu'elle avait eu raison de signer. Mais très vite, le vernis a commencé à craquer. Les visites de Claire se sont espacées de nouveau. Quand Renée appelait, elle tombait sur le répondeur. « Je suis débordée, maman, le business explose. » En réalité, ce qui explosait, c'était le train de vie de Claire. Avec l'argent débloqué par la banque grâce à l'hypothèque de la maison maternelle, Claire ne se contentait pas de gérer une boulangerie. Elle menait la grande vie. Elle a acheté une voiture de fonction, un SUV allemand, rutilant à 80 000 €. C'est pour l'image de marque, maman, il faut en jeter pour attirer les investisseurs. Elle organisait des soirées de réseautage qui coûtaient des fortunes en traiteurs et en champagne. Elle louait des bureaux inutiles mais prestigieux. Renée, elle commençait à recevoir des courriers bizarres, des relevés bancaires qu'elle ne comprenait pas, des avis de prélèvement rejetés. Au début, elle les mettait de côté, attendant que Claire vienne les expliquer. Puis l'inquiétude a commencé à lui ronger le ventre comme un acide lent. Un jour, elle a pris le car pour Lyon. Elle voulait voir. Elle voulait comprendre. Elle est arrivée à la boutique à l'improviste. Ce qu'elle a vu l'a glacée. Il était 10 heures du matin et la boutique était vide. Les étals étaient à moitié garnis. Le personnel, 2 jeunes filles, l'air ennuyées, discutaient sur leur téléphone. Claire n'était pas là. La patronne. « Oh, elle ne vient jamais avant midi », a dit l'une des vendeuses en mâchant son chewing-gum. Renée a attendu. Elle s'est assise sur un petit banc face à la vitrine. Elle a regardé passer les gens, le cœur serré. Elle a vu son reflet dans la vitre, une vieille dame perdue qui commençait à réaliser qu'elle avait mis le doigt dans un engrenage mortel. Quand Claire est enfin arrivée au volant de son énorme voiture noire, elle a été furieuse de voir sa mère. « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu me fliques maintenant. Pas un bonjour, pas un comment, vois-tu? Juste de l'agressivité.
C'est la défense classique des coupables, n'est-ce pas? L'attaque. Elle a emmené sa mère déjeuner, mais pas dans un bon restaurant, sur le pouce en vitesse. Elle l'a noyée sous un flot de paroles techniques. Le cash flow est tendu, c'est normal, la première année, il faut réinvestir. Tu ne comprends rien aux affaires. Maman, retourne à tes vignes et laisse-moi gérer. Renée est rentrée chez elle ce soir-là avec une certitude terrifiante, sa fille lui mentait. Mais elle ne pouvait pas imaginer l'ampleur du mensonge. Claire ne se contentait pas de mal gérer l'entreprise. Elle la pillait. C'est ce qu'on appelle l'abus de biens sociaux. Elle siphonnait la trésorerie pour rembourser ses dettes de jeux personnels et pour financer ses vacances à Ibiza. Et la banque. La banque laissait faire car la banque avait une garantie en or, la maison de Renée. L'hiver est arrivé sur le Beaujolais. Un hiver rude, sans pitié. Le vent soufflait dans les couloirs de la grande ferme vide. Et puis le coup de grâce est tombé. Non pas par Claire, mais par un facteur un matin de janvier. Une lettre recommandée avec accusé de réception. L'entête de la banque, mise en demeure, déchéance du terme. Renée a dû chausser ses lunettes, les mains tremblantes, pour déchiffrer les mots qui la condamnaient à mort. La société de Claire était en cessation de paiement. La banque réclamait le remboursement immédiat de la totalité du prêt, 300 000 €. Si la somme n'était pas versée sous 8 jours, la procédure de saisie immobilière serait lancée. Renée a appelé Claire. 10 fois, 20 fois, aucune réponse. Elle a appelé la boutique. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Elle a appelé le notaire l'ami de Claire. La secrétaire lui a répondu sèchement « Maître est en réunion. Il ne peut pas vous prendre. Voyez avec votre fille, madame. » Le silence. Le silence absolu de l'administration des proches du monde. Renée s'est retrouvée seule face à la machine. Elle a appris quelques jours plus tard, par un simple courrier, que Claire avait déposé le bilan. Mais plus terrible encore, Claire avait organisé sa propre insolvabilité personnelle. Elle n'avait rien à son nom. Pas un meuble, pas un compte, pas une voiture, tout était en leasing au nom de la société. Claire s'était protégée. Elle avait construit un mur étanche entre elle et les dettes, et ce mur, c'était sa mère. C'est là que nous revenons à cette scène du tribunal. C'est là que nous comprenons pourquoi Renée a hurlé. Elle venait de comprendre que sa fille l'avait vendue. Claire avait tout prévu, la faillite, le transfert des actifs, la marque. Le concept vers une société écran au Luxembourg? Oui, au Luxembourg pour une simple boulangerie, et le sacrifice de la mère pour effacer l'ardoise. Après le tribunal, après le malaise, Renée est rentrée chez elle. Elle a pris un taxi car elle ne pouvait pas conduire. Elle a ouvert la porte de sa maison. Cette maison qui ne lui appartenait plus vraiment. Elle a fait du feu dans la cheminée. Elle s'est assise dans le fauteuil de Marcel. Elle a regardé les flammes. C'est à ce moment-là, mes amis, que l'idée noire est venue. L'idée qui rôde quand on a tout perdu, quand l'honneur est sali. À quoi bon vivre? Pour voir les huissiers poser les scellés, pour finir dans un hospice public sans un sou oublié de tous, pour voir le regard méprisant des voisins. Tu as vu la Renée ruinée par sa propre fille? Quelle honte! Elle s'est levée. Elle est allée dans la salle de bain. Elle a ouvert l'armoire à pharmacie. Elle a regardé les boîtes de somnifères que le médecin lui prescrivait depuis la mort de Marcel. Il y en avait assez. Assez pour dormir longtemps. Assez pour rejoindre Marcel. Elle a versé un grand verre d'eau. Mais le destin parfois prend la forme d'un vieil ami têtu. On frappe à la porte. Fort. Insistant. Renée ne voulait pas ouvrir. « Allez-vous-en » a-t-elle pensé. Mais les coups continuaient. « Renée, je sais que tu es là. Ouvre ou je défonce cette porte. » C'était Lucien. Lucien, l'ancien comptable du village. Un ami de Marcel. Un homme bourru qui parlait peu, mais qui voyait tout. Il avait appris le verdict du tribunal par la rumeur locale. Il savait. Il savait ce que le désespoir pouvait faire à une femme fière comme Renée. Renée a fini par ouvrir les yeux rougis, la boîte de médicaments encore serrée dans sa main. Lucien n'a rien dit. Il lui a pris la boîte des mains doucement et l'a jetée au feu. Il l'a fait asseoir.
Il a versé 2 verres de gnôle de la vieille prune que Marcel avait distillé 20 ans plus tôt. « On ne va pas se laisser faire, René, a-t-il dit de sa voix rocailleuse. Ta fille est peut-être maligne, mais elle a fait une erreur. Les gens comme elle font toujours une erreur, parce qu'ils se croient plus intelligents que tout le monde. On va la trouver, cette erreur. » Et c'est ainsi que 2 retraités, une vigneronne ruinée et un comptable à la retraite se sont transformés en détectives. Une enquête de l'ombre a commencé. Ils n'avaient pas de badge, pas de mandat, mais ils avaient le temps et la rage de la justice. Lucien a épluché les rares papiers que René avait gardés. Il a tout analysé. Il a remarqué des incohérences dans les dates. Mais ce n'était pas assez. Il fallait des preuves matérielles. Il savait que Claire déménageait ses bureaux en catastrophe avant l'arrivée des liquidateurs judiciaires. Un soir, sous une pluie battante, Lucien et René se sont garés devant l'immeuble où se trouvaient les bureaux de Claire à Lyon. Ils ont attendu. Ils ont vu Claire sortir chargée de cartons qu'elle jetait avec précipitation dans une benne à ordures dans la cour arrière avant de partir. Dès que la voiture de Claire a disparu au coin de la rue Lucien, a regardé René. « Tu es prête? Imaginez cette image. Cette femme digne qui a toujours tenu sa maison impeccable, en train de fouiller dans une benne à ordures sous la pluie éclairée par la lampe torche de son ami. Ils ont ouvert les sacs noirs. Ils ont trié les détritus de la vie de Claire, restes de repas, factures de vêtements de luxe et papiers déchiquetés. Ils ont emporté 3 sacs dans le coffre de la voiture de Lucien. Ils sont rentrés à la ferme et ont passé la nuit entière comme des orpailleurs, cherchant une pépite à reconstituer les puzzles de papier déchirés. Au petit matin, alors que le soleil pâle se levait sur les vignes menacées, Lucien a poussé un juron de victoire. « Je l'ai, regarde ça, René. Regarde ce qu'elle a acheté. » C'était un brouillon. Un email imprimé, froissé, raturé. Un échange entre Claire et le notaire véreux. Les mots étaient là noir sur blanc d'un cynisme absolu. « Ne t'inquiète pas pour la vieille. Elle ne comprend rien. On attend qu'elle passe l'arme à gauche ou qu'elle perde la tête pour vendre le reste des terres. En attendant, pour le prêt-relais de 50 000, je vais imiter sa signature comme pour l'avenant précédent. Elle n'y verra que du feu. La preuve. La preuve non seulement de la préméditation, mais surtout du faux en écriture. Claire avait imité la signature de sa mère pour contracter des dettes supplémentaires à son insu. Ce n'était plus seulement une affaire commerciale, c'était du pénal. C'était du faux et usage de faux et abus de faiblesse. La suite, c'est la justice qui reprend ses droits. Mais la vraie justice, pas celle des tribunaux de commerce aveugles. Celle des hommes et des femmes d'honneur. René et Lucien sont allés à la gendarmerie. Le gendarme, un jeune homme sérieux, a d'abord écouté d'une oreille distraite. Une histoire de famille, pensait-il. Mais quand Lucien a posé l'email reconstitué et les relevés bancaires sur le bureau, son visage a changé. Il a fallu du temps. La justice est lente, nous le savons. Mais la machine s'est mise en marche. Une enquête préliminaire a été ouverte. Les comptes de Claire ont été épluchés. Le notaire a été perquisitionné. On a découvert le système, la société au Luxembourg, les fausses factures, les détournements. Le jour de l'arrestation reste gravé dans la mémoire de René, non comme une victoire, mais comme une tragédie nécessaire. C'était un matin dans l'appartement luxueux que Claire louait encore. Les gendarmes ont frappé à 6 heures. Claire a ouvert en peignoir de soie, le visage bouffi de sommeil. Quand elle a vu les uniformes, elle a tenté de jouer l'indignée. « Vous savez qui je suis, c'est une erreur. » Mais quand le gendarme lui a passé les menottes, le masque est tombé. Pour la première fois, la peur a remplacé l'arrogance dans ses yeux. Elle a cherché du regard quelqu'un pour l'aider. Mais il n'y avait personne. Ses amis de la haute société envolés. Son notaire. En garde à vue, en train de négocier sa propre peine en la chargeant. Le procès pénal a eu lieu 1 an plus tard. Renée était là encore. Mais cette fois, elle ne tremblait plus. Elle était assise droite Lucien à ses côtés. Elle a dû témoigner contre sa propre fille. « Madame, confirmez-vous que vous n'avez jamais signé ce document?
a demandé le juge. René a regardé Claire dans le box des accusés. Claire pleurait ou faisait semblant de pleurer. « Maman, pardonne-moi » murmurait-elle. René a pris une profonde inspiration. Elle a repensé à Marcel. Elle a repensé à la nuit où elle a failli avaler les pilules. Elle a dit d'une voix claire « Je confirme, monsieur le juge. C'est un faux. Ma fille m'a volé. Mais le pire, ce n'est pas l'argent. C'est qu'elle a volé ma confiance. Le verdict a été lourd. 3 ans de prison, dont un ferme pour Claire. Interdiction de gérer une entreprise. Obligation de soigner son addiction au jeu. Le notaire a été radié et condamné. La vente de la maison a été annulée par le tribunal au titre de la nullité des actes frauduleux. La dette a été effacée pour René, reportée sur Claire et ses complices. René a gardé sa maison. Elle a gardé ses vignes. Mais voilà, mes amis, l'histoire pourrait s'arrêter là sur un « tout est bien » qui finit bien. Mais dans la vraie vie, les blessures ne cicatrisent jamais totalement. Aujourd'hui, René vit toujours dans sa ferme du Beaujolais. Les vignes sont toujours aussi belles en automne. Lucien vient souvent boire le café et jouer aux cartes. Il ne parle plus jamais de Claire. Claire, elle est sortie de prison. Elle vit ailleurs dans le nord de la France, paraît-il. Elle n'a plus jamais appelé. Le lien est rompu, définitivement. Une mère ne peut pas cesser d'aimer son enfant, c'est biologique, c'est viscéral. Mais elle peut cesser de l'estimer. Elle peut cesser de vouloir le voir. Le soir, quand la nuit tombe sur la vallée, René s'assoit devant sa cheminée. La maison est grande, trop grande. Elle a sauvé les murs, mais elle a perdu l'âme de la famille. L'autre jour, elle a ouvert un vieux tiroir. Elle a trouvé une photo de Claire enfant, le jour de sa première communion, tout sourire innocente. René a regardé la photo longuement. Elle a caressé le visage de papier. Puis, avec une lenteur infinie, elle a jeté la photo dans les flammes. Elle l'a regardée se recroqueviller, noircir et devenir cendre. Elle a sauvé son patrimoine, mais à quel prix? Au prix d'une solitude choisie mais glaciale. Alors je vous pose la question à vous qui m'écoutez ce soir. Regardez autour de vous. Regardez vos enfants, vos proches. La confiance est le ciment de nos familles, mais c'est un ciment fragile. Jusqu'où iriez-vous par amour? Et surtout, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour sauver votre propre peau face à l'ingratitude? On dit souvent que le sang est plus épais que l'eau. C'est vrai. Mais parfois, le sang peut se transformer en un poison mortel. C'est une leçon terrible que René a payée au prix fort, celui des larmes d'une mère trahie. Prenez soin de vous. Protégez-vous. Et n'oubliez jamais, on ne signe jamais les yeux fermés, même quand c'est la main d'un ange qui vous tend le stylo. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire vraie.